Élue dans Marguerite Bourgeois en 1998, Monique Jérôme Forget devient présidente du Conseil du Trésor en 2003. Elle met en branle un imposant projet de réingénierie de l'État. Monique Jérôme Forget est rapidement dépeinte comme une femme de décision qui n'a pas peur d'affirmer ses convictions. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Jérôme Forget. Bonjour, M. Morin. À l'automne 2008, nouvelle élection générale. Et là, vous hésitez à vous représenter. Pourquoi? Très sincèrement, je n'avais pas l'intention de me représenter. Très sincèrement, j'avais l'intention de quitter. J'ai dit à M. Charest, je lui ai dit qu'il devait aller en élection, qu'il fallait obtenir un gouvernement majoritaire parce que s'en venait une crise. Et je dis, face à une crise, là, il faut être en charge. Et donc, on est allé en élection. Et là, Jean Charest m'a dit, si tu ne viens pas, Monique, je n'y vais pas. Bon. Alors, j'ai dit, écoute, je vais réfléchir. Finalement, j'ai cédé, j'ai décidé de venir. Mais là, je l'ai averti que je ne finissais pas mon mandat. Mais comme Jean Charest, c'est Jean Charest, il a dit, bon, on en reparlera. Il n'a pas cru Monique Jérôme Forget. Il a cru que, dans le fond, j'allais, dans le fond, être... parce qu'on avait une relation bien particulière, lui et moi, je dirais très amicale, et on se respectait mutuellement. Des fois, je l'agaçais, puis des fois, il m'agaçait. Je pense que c'était réciproque. Donc, à ce moment-là, je décide d'aller en élection, malgré tout, et là, nous obtenons un gouvernement majoritaire. Mais là, votre enthousiasme devait être moins fort en campagne. Non, j'ai été très impliquée dans la campagne électorale, très impliquée. J'ai fait une autre bourde, là, cette fois-là. Mais là, cette fois-là, je dois dire que les journalistes, ils ont été méchants à mon endroit. Rappelez-vous, je faisais une émission, puis François Legault était là, et à côté de moi, puis il ne me laissait pas parler. Alors, je pense que c'était Jean Lapierre qui était modérateur, et là, j'avais dit tout bas à moi-même, oh mon Dieu, quel con. Et là, évidemment, là, quelqu'un a rejoué ça. Il a fallu que je fasse des excuses, etc. Parce que le journaliste a ressorti cette phrase mémorable, une autre de mes bêtises. Alors là, Jean Charest m'a dit, Monique, il faut que tu ailles réparer ta bêtise encore. J'ai dit, alors, OK, je vais aller réparer ma bêtise. J'ai été réparer mes bêtises. J'ai dit, oui, je m'excuse. C'est pas ça que je voulais dire, vraiment, mais c'est vraiment ça que je voulais dire. Mais vous voyez, ça avait fait toute une montagne avec rien. Ça, en politique, c'est le drame, c'est que les gens aiment beaucoup le sensationnalisme et les médias en particulier, donc ils avaient fait une montagne avec ça. Mais à ce moment-là, je m'étais très impliquée. Oui, j'avais fait du porte-à-porte, j'étais allée en région. J'avais été beaucoup sollicitée à ce moment-là parce que j'étais devenue une personne très visible. Là, j'étais devenue presque une incontournable. Et donc, Jean Charest m'avait demandé d'être très impliqué au niveau de la campagne électorale. Non, j'ai travaillé très, très fort cette campagne. En étant réélu, M. Charest allège votre tâche, vous confie seulement les finances. Est-ce que ça faisait partie du marché, ça? Mais moi, je vais vous le dire, ça faisait très longtemps. Il n'y a jamais personne qui a fait aussi longtemps au Conseil du Trésor. Moi, j'avais fait, écoutez, 6 ou 7 ans. Ordinairement, les gens ne restent pas très longtemps au Conseil du Trésor. Ils trouvent ça ardu, etc. Ils aiment mieux aller dans des ministères d'action où ils rencontrent les citoyens. Moi, ma clientèle, c'était les ministres. Alors, moi, j'étais là très longtemps. Les dossiers revenaient, souvent les mêmes dossiers qui revenaient. Il y avait une lassitude. Et moi, je savais que je voulais quitter. Donc, là, à ce moment-là, j'ai demandé d'avoir seulement les finances. Probablement que ça faisait l'affaire de Jean Charest,
qui savait que je voulais quitter un jour, de confier ça à Monique Gagnon-Tremblay. Il m'a demandé, d'ailleurs, à qui il l'a confié. Quand il m'a rencontré, il m'a dit, moi, j'avais l'intention de le donner. J'ai dit, tu as plusieurs candidats à qui tu peux le donner, notamment à Monique Gagnon-Tremblay. Et moi, j'ai gardé les finances pour faire un premier budget. Parce que là, j'avais pris la décision, moi, Monique Jérôme Forget, dans mon cœur, qu'une fois le budget voté, je fermais le magasin, c'était fini, je quittais. Et quels étaient les objectifs dans ce budget-là? Ce budget, c'était de traverser la crise. Vous savez, le Québec s'est bien sorti d'affaires. Tout le monde en convient. Mieux que n'importe qui. Premièrement, il y avait le programme d'infrastructure que j'avais mis en place une année avant. Une année avant, sincèrement, je n'avais pas vu qu'il y aurait une crise comme on a vu, mais c'est clair que ça se dessinait déjà peut-être un peu à l'horizon, mais pas vraiment. Moi, j'avais fait le programme d'infrastructure, M. Morin, parce que je trouvais épouvantable l'état de nos hôpitaux, de nos écoles. Moi, on m'arrivait des fois au Conseil du Trésor, le toit de l'école coule. Hey, le toit d'une école qui coule. Mais voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Alors déjà, quand je suis arrivée au Trésor, moi, j'avais mis, je pense, c'est quelque chose comme 5 % de budget pour l'entretien. Mais il y avait tellement d'arriérage en arrière qu'on n'avait pas fait pendant des années, parce qu'au Québec, on appelait ça du béton. On regardait ça de haut, c'est du béton. Hey, du béton. Bien, le béton faisait qu'on avait des hôpitaux qui étaient finalement presque des exemples de pays défavorisés. Alors moi, j'ai dit ça n'a pas d'allure. J'ai mis le programme d'infrastructure dont 60 ou 70 % je ne me rappelle pas du chiffre, devait être dans la restauration de notre patrimoine. Patrimoine, c'était routes, ponts, écoles, hôpitaux, musées, etc. Édifices publics. Édifices publics. Je disais, ça, c'est notre patrimoine. Il faut que nous autres, on ne peut pas avoir l'air d'un pays pauvre comme Job, alors qu'on est un pays moderne. Mm-hmm. Ce budget-là était déficitaire, le premier en 10 ans. Est-ce que le déficit était causé par la crise économique ou si il aurait pu, vous auriez pu faire autrement? Bien, effectivement. J'ai annoncé qu'il y aurait un déficit parce que j'estimais que dans une crise, comme nous traversions, il fallait que le gouvernement soit présent. C'est le temps, moi j'étais à l'école de Keynes, c'est le temps où le gouvernement doit être là. Et investir. Et investir. Donc, c'est très important que le gouvernement soit là. Et durant la crise, rappelez-vous, M. Morin, là est arrivée une crise tellement grave qu'on l'a oubliée. Il y a eu une crise de ce qu'on appelle de liquidité. La Banque nationale, toutes les banques étaient aux prises, ils n'étaient pas capables, ils devaient garder leur argent. Donc, vous aviez un gros contrat, des commandes, mais vous n'aviez pas de liquidité pour payer vos salaires. Donc, il a fallu que le gouvernement mette en place des mécanismes pour venir en aide parce que les commandes étaient là. Ils allaient être payés. C'est un problème de ce qu'on appelle de liquidité. Ça a l'air curieux, là, mais c'est simplement le roulement de l'argent. Alors là, j'ai libéré 2 milliards de dollars. 1 milliard à Investissement Québec et 1 milliard à la Société générale de financement pour corriger ça. Parce que durant la crise, tous les lundis matins, à 7h30, dans mon bureau, tous les acteurs au Québec du secteur financier se rencontraient. Et là, j'avais l'heure juste. Et c'est là que j'ai appris, par les gens, le désastre, par ces gens-là. Et ce sont ces gens-là qui m'ont dit, « Madame Jérôme Forget, là, vous êtes dans une position où il faut que vous agissiez. Vous n'avez pas le choix. » Et donc, j'ai agi vite. Et c'est ça qui a sauvé le Québec, parce qu'il y a eu de la liquidité qui a été mise dans le marché. Et là, évidemment, est arrivé mon autre budget. Suite à des recommandations, j'avais créé un autre REA
pour être sûr que la machine repart. Parce que quand la machine ne repart pas, tous les travailleurs qui doivent travailler, vous payez des impôts, vous payez des taxes, la TVQ, etc., ne sont pas là. Il y a moins d'entrée d'argent pour le gouvernement. L'argent n'est pas là. Alors, nous, il fallait qu'on assure l'entrée d'argent pour être sûr que l'économie continue. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai dit, je vais faire un déficit. Mais j'avais déjà annoncé une hausse de la TVQ de 1 %. J'avais déjà annoncé que l'année suivante, mon successeur devait monter aussi d'encore de 1 %. J'avais annoncé également plein de démarches qu'il fallait faire. Moi, je les aurais faites. Mais les gens ont trouvé que la pilule serait peut-être trop grosse, là. Vous savez, le budget, là, moi, je l'ai négocié avec le premier ministre. On se rencontrait. Moi, je voulais aller plus loin. Lui, il me retenait parce qu'il disait, bon, ben toi, tu fonces trop, Monique, etc. Là, laisse-nous respirer un peu. C'était lui, le premier ministre. Là. Le premier ministre, c'est le premier ministre. Alors, là, il me calmait, là, comme il disait. Bon, ben on va la calmer, elle, là. Pour ne pas aller trop loin. Mais j'aurais été plus loin. Lorsque vous étiez aux finances, vous avez eu aussi un autre litige avec M. Flaherty à Ottawa sur le calcul des paiements de péréquation, parce que c'est basé sur les provinces riches et les provinces pauvres. Bon, moi, j'ai eu un litige, sauf que je vous dirais qu'avec Jim Flaherty, qui avait décidé d'indexer les paiements de péréquation, sincèrement, dans le fond de mon âme, je trouvais ça pas bête. Surtout que, rappelez-vous, quand M. Flaherty a pris cette décision-là, c'est que là, l'Ontario commençait à demander de la péréquation. Et le Québec et l'Ontario qui reçoivent de la péréquation, ça veut dire qu'il y a très peu de monde en Alberta, en Colombie-Britannique, qui sont obligés de supporter la péréquation. Alors, ils ont beau être plus riches que nous, à un moment donné, là, ils vont dire « ça suffit ». Alors, moi, l'indexation, mais je vous dirais que le gouvernement, en général, trouvait qu'il fallait défendre la position historique du Québec que j'ai défendue. Mais j'ai défendu un autre dossier également avec Jim Flaherty. Rappelez-vous que M. Flaherty a fait une offre aux autres provinces à un moment donné pour harmoniser la TPS et la TVQ. Et alors là, pour, dans le fond, inciter les autres provinces à harmoniser, il leur offrait de l'argent. Alors moi, j'ai écrit de ma main une lettre à M. Flaherty et j'ai dit à M. Flaherty que s'il allait dédommager les autres provinces pour harmoniser la TPS et la TVQ, bien, il devait déménager le Québec, qui, lui, s'était harmonisé il y a belle lurette. Et je lui disais que ça représentait plus de 2 milliards de dollars. À ce moment-là, évidemment, les gens m'ont dit, après avoir envoyé la lettre, « Avais-tu reçu l'approbation du Conseil des ministres, Monique? » Je dis « Non. Moi, j'ai envoyé la lettre parce que je trouvais que ça ne tenait pas debout. » Alors, vous voyez un petit peu mon côté un petit peu cavalier, là, à l'occasion, j'imagine. Mais les gens n'étaient pas mécontents, pas du tout, que j'envoyais la lettre, mais sauf que les gens trouvaient que j'avais peut-être mené large en envoyant une lettre au ministre des Finances, sauf que j'estimais que c'était ma job de le faire, je l'ai fait. Et là, par la suite, il y a même des gens qui ont dit que j'avais rêvé en couleur en envoyant cette lettre-là, que, dans le fond, peut-être qu'on n'aurait pas l'argent, mais moi, je savais qu'il fallait se battre, il fallait l'obtenir, cet argent-là. C'était un problème d'équité. Et moi, je pense que dans la vie, là, quand on est capable de défendre son dossier sur la rigueur, sur l'équité, sur la transparence, on gagne des points. Et ce dossier-là, finalement, on l'a gagné. On l'a gagné. Je pense que c'est plus de 2 milliards de dollars que le Québec a reçu de la part du gouvernement fédéral pour, justement, ce dossier-là avec M. Flaherty. Alors, effectivement, mais même avec M. Flaherty, vous savez, c'est très amusant parce que M. Flaherty a mis en place un groupe de réflexion d'à peu près 10-12 personnes à travers le Canada. Il y en a 2 du Québec. Il m'a demandé de siéger sur ce comité-là. Alors, même si je l'ai opposé à plusieurs reprises pour toutes sortes de dossiers où je suis intervenue dans la crise de 2008 vis-à-vis de la Caisse de dépôt,
Je suis intervenue, évidemment, de la Commission des valeurs mobilières, au niveau de la TVQ, de la TPS. Ça ne l'a pas empêché d'être respectueux mutuellement. Moi, je respectais son rôle, mais moi, j'avais un rôle à jouer et je défendais les intérêts du Québec. Vous avez accepté son offre? Bien sûr. Un autre dossier médiatisé, c'est celui de la Caisse de dépôt, le déficit de 40 milliards, commission parlementaire, bref. Est-ce que c'était dû à une mauvaise gestion, mauvais placement? C'était quoi le fond de l'histoire? Vous savez, toute la question des papiers commerciaux, il est clair que c'était une erreur. Soyons clairs, la Caisse de dépôt s'est trompée. OK? Mettons les points sur les i, là, elle s'est trompée. Elle s'est trompée pour plusieurs raisons. Elle s'est trompée, puis là, c'est bien compliqué à expliquer aux gens, c'est qu'il y avait trop de leviers. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le levier. Le levier, c'est ceci. C'est le dollar que vous déposez à votre banque. Votre banque, elle le prête 10 ou 12 fois. C'est ce qu'on appelle faire rouler l'argent. Or, quand il y en a trop d'endroits où il y a trop de leviers, puis là que tout le monde va avoir sa pièce, vous n'êtes pas capable de la donner parce que vous l'avez prêté 10 fois, 12 fois. Or, quand est arrivée la crise, certaines banques qui avaient donné des endossements, en particulier la Deutsche Bank, ils avaient du levier à raison de 60 fois. Ils en ont encore, d'ailleurs, jusqu'à 60 fois. Donc, la Caisse, qu'elle avait comme problème, c'est qu'elle fonctionnait en silo. Le président parlait à un tel, le président parlait à tel autre, le président parlait à tel autre, le président parlait à tel autre, le président parlait à tel autre. Sauf que les autres ne savaient pas tout ce que les autres faisaient. Donc, il y avait du levier dans tout. Et quand est arrivé les gens qui voulaient leur argent, la Caisse ne l'avait pas. Sauf que, à la fin, je dois dire, à la défense de la Caisse, quelques années plus tard, ils ont récupéré les 40 milliards de dollars. Ils ont tout récupéré leur argent. Tout. Donc, ça n'a pas été une perte sèche. La Caisse a repris les 40 milliards de dollars. Mais il n'en demeure pas moins que c'était une étape marquante de ma carrière politique, marquante principalement parce que moi, la seule responsabilité que j'avais, comme tout ministre des Finances avait, c'est de nommer le président du Conseil et les membres du Conseil. Et là, suite à cette perte qui était quand même transitoire de 40 milliards de dollars, j'ai dû remercier le président de la Caisse et tous les membres du conseil d'administration. Des gens très connus, tous très connus, des gens tous très capables. Mais il fallait poser un geste draconien pour montrer que le pouvoir qu'avait la ministre des Finances, parce qu'elle ne savait pas, la ministre des Finances, qu'il y avait du levier comme ça. Le président de la Caisse n'est jamais venu m'en parler. Moi, je n'étais pas au courant. J'ai été mise au courant quand un jour, j'ai reçu un appel du président de la Caisse, le président du conseil d'administration, qui a demandé une réunion d'urgence. Alors, quand la Caisse vous demande une réunion d'urgence, vous annulez votre agenda. Vous dites, j'annule tous les rendez-vous et j'attends le président de la Caisse. Et là, c'est là qu'on m'a appris. Et à ce moment-là, on n'était pas capable de me dire quel était le niveau de perte de la Caisse. Encore. C'est vous dire qu'on partait de loin, là. Alors, c'est un dossier dans lequel j'ai été très impliquée pour sortir la Caisse du pétrin. J'ai dû faire appel à ce moment-là, le gouverneur de la Banque du Canada, c'était David Dodge, qui, lui, n'a pas réagi, à mon avis, rapidement aux problèmes qui se posaient. Mais son successeur, Mark Carney, lui, quand est arrivé un an plus tard, la solution où il fallait qu'il intervienne, il l'a fait. Et d'ailleurs, dans mon discours du budget,
vous remarquerez qu'une des personnes que je remercie, c'est Mark Carney, parce qu'il est intervenu pour rappeler à l'ordre les Deutsche Bank de ce monde. Et il avait le pouvoir de le faire, parce que lui, il avait énormément de pouvoir auprès des banques, des grandes banques internationales. En tout cas, c'était toute une histoire, que cette histoire-là, c'est la première fois que j'en parle aujourd'hui, mais c'était tout un dossier à gérer. Vous avez présenté votre troisième et dernier budget en mars 2009. Qu'est-ce que vous aviez proposé à ce moment-là pour relancer l'économie? Bien, en mars 2009, ce que j'avais proposé, évidemment, il y avait le programme d'infrastructure qui continuait. C'était surtout qu'il fallait mettre en vigueur les milliards de dollars que j'avais annoncés plus tôt dans une annonce. Il fallait que ce soit compris dans le budget à ce moment-là. Et donc, c'était de m'assurer en 2009 que l'affaire tenait la route, qu'on pourrait arriver en déficit, mais que c'était acceptable d'avoir un déficit. Rappelez-vous, c'était acceptable d'avoir un déficit. Et donc, c'est à ce moment-là, finalement, qu'après ça, que j'ai quitté. Vous avez quitté un mois plus tard, quand le budget a été adopté. Oui. Et qu'est-ce qui vous motivait de partir à ce moment-là? Bien, c'était dans ma tête la décision que j'avais prise. J'avais prise la décision de donner un gouvernement majoritaire à M. Charest. J'avais prise la décision de faire le premier budget, de le faire accepter, de le vendre et ensuite de quitter. Bon, ça, c'était mon secret à moi, que je gardais, mais c'était mon intention au départ. Ce budget, Monsieur le Président, est un budget responsable. C'est un budget pour aujourd'hui et pour préparer le Québec de demain. En terminant, Monsieur le Président, je propose que l'Assemblée nationale approuve la politique budgétaire du gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Président. On me l'a reproché d'ailleurs. On m'a reproché d'avoir causé des dépenses inutiles en me présentant, puis ensuite en quittant, parce que ça forçait une autre élection dans Marguerite Bourgeois. On m'a reproché de me présenter sous une mauvaise bannière à l'effet que je n'avais pas l'intention de revenir. C'est vrai. C'est vrai. C'est exact. Je donne leur juste, c'est vrai. Je n'avais pas l'intention de rester les 4 ans. J'avais l'intention de donner un premier budget et de quitter par la suite, et c'est ce que j'ai fait. Mais je voulais, durant la crise, être sûr qu'on soit capable de réagir fortement et qu'on soit capable de le faire. Et quel bilan vous faites de vos années au Conseil du Trésor et aux finances, si on le prend dans l'ensemble? Je pense que j'ai géré de façon rigoureuse. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le C.D. Howe Institute qui a dit que le Québec avait été l'endroit où les provinces avaient les dépenses avaient été le mieux évaluées, le mieux contrôlées. Donc, sur ce plan-là, je pense que j'avais réussi. Au niveau des partenaires publics-privés, je n'ai pas réussi à vendre ma salade très bien pour que ça continue, mais j'ai fait des projets sans dépassement de coûts et qui aujourd'hui sont la fierté. La salle de l'Orchestre symphonique de Montréal, c'est un joyau, la sonorité est fantastique. Je laisse ça, et c'est la même chose pour les 2 hôpitaux universitaires, la 25 et la 30, avec payage, en passant, les 2. Et donc, je pense que j'ai fait ça. Au niveau de la crise, je pense d'avoir mis le programme d'infrastructure j'appelais ça, moi, notre patrimoine. Notre patrimoine, ce sont nos écoles, nos hôpitaux, nos routes. Il ne faut pas qu'on ait honte quand quelqu'un atterrit chez vous, que vous les amenez de l'aéroport, puis vous dites, « Mais, regarde-moi donc ça, ce tunnel, c'est-tu effrayant? C'est comme le Bangladesh. » Non, il faut qu'on soit fiers d'être Québécois. Alors ça, j'avais fait ça, le programme d'infrastructure, contrôler les dépenses, l'équité salariale, d'avoir réglé l'équité salariale. Je pense que j'avais fait des choses qui étaient importantes pour le Québec et de l'avoir fait avec rigueur, avec transparence, avec équité. Je pense, en tous les cas, avoir été équitable. En tout cas, dans mes convictions à moi, je pense que je l'ai été.
Et par conséquent, aujourd'hui, je vous dirais que je suis assez contente de mon bilan. Évidemment, tous les ministres, on doit être contents de notre bilan. Hein? On est un peu fiers parce qu'on est... Jean Charest disait toujours, vous savez, messieurs, mesdames les ministres, soyez modestes parce que vous êtes tous des paquets d'orgueil. C'est pas la modestie qui vous a amené ici. Alors, il avait raison. Alors, on est tous orgueilleux de ce qu'on a fait. Est-ce que j'aurais dû faire d'autres choses différemment? Probablement qu'il y en a qui vous diraient oui, j'aurais dû. Par exemple, est-ce que si j'avais donné un 2 de plus lors des négos, j'aurais réussi à négocier une entente? Peut-être. Et là, j'aurais évité une loi spéciale, c'était 250 millions. J'aurais peut-être pu le trouver ailleurs. Peut-être. Peut-être. Vous avez toujours été reconnu pour votre franc-parler, votre franchise. Parfois, c'était direct. Est-ce que c'était un inconvénient pour vous ou un avantage? Je suis sûr que c'était un inconvénient des fois pour le premier ministre. Il a dû me trouver bien fatigante à l'occasion. Il doit partir à rire. Il va rire quand il va entendre ça. Il va dire « Mon Dieu, que tu as raison, Monique ». Mais pour moi, j'ai toujours dit ceci. Je suis bêtement franche et franchement bête. Je donne l'heure juste. Je donne les choses telles qu'elles sont. Si les gens ne sont pas contents, tant pis, c'est ça la réalité. Alors, je défendais mon point de vue. J'ai gagné certaines choses. Je vous ai dit que certaines fois, j'ai perdu les batailles des partenaires publics-privés au Québec. Mais d'un côté, je suis contente parce qu'aujourd'hui, je sais qu'en Ontario, il s'en fait beaucoup. Je sais que les compagnies québécoises sont très convoitées pour aller se missionner en Ontario. C'est vrai que le génie québécois est connu comme étant remarquable. Je voulais développer une expertise en partenariat public-privé. Ça, probablement, je l'ai réussi. Quelles sont les grandes vertus qui vous ont guidé en politique et qui peuvent servir à d'autres encore? D'abord, je pense être soi-même, être d'abord très franc, donner l'heure juste. Ne pas craindre d'affronter les côtés négatifs. Parler soi-même des effets pervers des décisions que nous prenons, parce qu'il y en a tout le temps. Il y a toujours des gens qui vont être affectés par ce qu'on décide. Donc, le mentionner, faire face à la musique, ne pas craindre d'aller annoncer à ses collègues les côtés négatifs de notre démarche, mais défendre ce qu'on fait. Alors, il faut avoir beaucoup confiance en soi, confiance dans ses collègues, confiance dans la logique de notre démarche. Durant votre carrière, vous avez collectionné les caricatures, c'était un peu votre hobby, les caricatures qu'on dessinait à votre endroit. Et pour en faire des napperons, est-ce que vous en servez? Ah bien, je m'en sers quotidiennement. Pas quotidiennement, non. Je m'en sers quand j'ai des amis et c'est toujours finalement la clé du succès de mes repas parce que les gens s'échangent les napperons. J'ai des sous-verts également. Puis les gens s'échangent ça et rient parce qu'évidemment, les caricatures, ça reflète un peu, c'est toujours cocasse, pas très flatteur. Généralement, les défauts que vous avez, le nez trop gros, les bagues trop nombreuses, les colliers de perles qui apparaissent souvent sont là, le double menton apparaît, les rides sont là. Tout est là pour souligner qui vous êtes, donc vous vous reconnaissez très bien. Et moi, j'ai été gâtée. J'en ai eu beaucoup de caricatures. Alors, une grande collection. J'en ai une belle collection et j'ai fait des napperons avec ça. Et je dois dire que j'utilise mes napperons quand j'ai des visiteurs. Et c'est toujours très amusant parce que les gens se rappellent. Des fois, par exemple, il y en a une, c'est une femme de vision. Ça montre que j'avais un toupet à l'époque, très bas. D'ailleurs, tout le monde téléphonait à mon bureau pour lui dire « Voulez-vous lui dire de se couper le toupet, s'il vous plaît? » Alors, j'avais l'air d'une femme d'une vision, mais évidemment, je ne voyais pas clair, d'après la caricature. Alors, tout ça pour dire que pour moi, les caricatures, ça reflétait un peu ce que j'étais. Merci, Mme Jérôme Forget. Merci, M. Morin.